De nouveau, bonsoir à toutes et à tous. J'étais invité à votre assemblée générale, mais je n'y serai pas puisque je serai retourné dans la France profonde, le pays réel, qui est la terre des Gilets jaunes, avec le premier vrai supermarché à 40 km. Mais enfin, comme le paysage est vide et beau, et qu'on ne respecte pas les 80 km/h, enfin jusqu'au jour où je me ferai attraper, c'est pas trop désagréable. Voilà. J'en étais resté tout à l'heure, justement, il y a des signes d'espoir. Le fait d'être rassemblés, le fait qu'il y ait des volontés, des bonnes volontés qui soient mobilisées ou qui aient soif de comprendre ce qui se passe. Alors mon livre d'ailleurs, j'ai toujours eu cette prétention, si bien dans le fameux Retour de flamme qui décrivait les 5 premières années de la crise syrienne, une crise qui est loin d'être terminée, vous le savez tous et toutes. Le retour de flamme, c'était le terrorisme. J'étais à Damas au moment, le soir même, et je me faisais engueuler par ma défunte épouse qui me disait qu'est-ce que tu fais là-bas? Et je la rappelle 2 heures plus tard, je lui dis réveille-toi, ouvre la télévision, c'était le 13 novembre 2015, c'était le soir du Bataclan. Donc je lui dis, tu vois, c'est aussi dangereux d'être à Paris qu'être à Damas, au moins pour certains. Alors j'ai donc cette ambition, je ne sais pas si c'est vraiment une prétention, d'écrire l'histoire au présent. Pas au présent, d'écrire l'histoire en temps réel, comme on dit aujourd'hui, et pas attendre 30 ans pour essayer de tirer des conclusions, de dire Monsieur Untel a, a agité, est intervenu, a financé. On parlait tout à l'heure de Extinction Rebellion. Vous avez tous entendu parler d'Extinction Rebellion. Hein. Ah non, c'est ceux qui paralysent Paris. Extinction Rebellion, c'est toujours les mêmes. Ils sont financés par les grands agitateurs mondiaux qui voudraient que le monde change de base et qu'on fasse du passé table rase. Alors, je me souviens même plus de l'intitulé de la conférence, mais enfin on le sait. Non, non, mais j'avais relu des notes. Je ne vais pas vous lire de notes. Vous faites pas de soucis. Le sujet est tellement vaste qu'on pourrait en avoir pour des heures. Mais ce serait fatigant. Je compte sur vos questions. Je dis bien, je compte sur vos questions parce que vous n'êtes pas forcément au courant de tout pour me faire préciser ou développer tel ou tel point. Alors, le titre de mon livre, c'est la France en flammes. Bah oui, la France est en flammes. C'est clair, c'est net, c'est sans ambiguïté. Il y a eu Lubrizol. Alors tout de suite, on pourra revenir sur Lubrizol tout à l'heure, mais Lubrizol, personne ne sait quelle est la cause du sinistre. Personne. 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 On ne se pose même pas la question aujourd'hui, on parle des questions sanitaires, sauf que Lubrizol était un établissement industriel classé Céveso haut, je crois, haut, c'est-à-dire la pointe, et était quasiment hors d'eau, c'est-à-dire que un mégot tombait dans un entrepôt, un atelier, tout était noyé sous l'eau. Donc il ne pouvait pas y avoir de feu. Alors on sait que ça s'est déclenché en dehors des entrepôts et même peut-être en dehors de l'usine. Bon, les gens de Lubrizol ont de l'argent, c'est bien, c'est monsieur Warren Buffett, le super milliardaire américain. On va indemniser les agriculteurs. C'est un geste, c'est pas un geste neutre. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que vous devez savoir, c'est que par exemple, il y avait déjà une autre usine Lubrizol au Havre qui avait flambé quelques jours ou quelques semaines plus tôt, c'était le 3 septembre. Vous voyez, j'ai la date en tête. Donc c'est quand même curieux que les usines Lubrizol flambent comme ça. À la suite de Lubrizol, il y a d'ailleurs eu à la Guerre-sous-l'Aubois, c'est dans le Berry, partie de ma famille en est originaire. Il y a eu aussi un établissement industriel assez important qui est parti en fumée. Alors, il y a des gens qui ont un mauvais esprit, qui se posent la question, enfin, zut, notre patrimoine industriel, enfin, patrimoine, ça appartient à M. Warren Buffett, mais notre tissu industriel est en train de partir en flammes. Comment se fait-il? Et comme les gens sont paranoïaques et complotistes, ils disent ça ressemble quand même fort à une forme de stratégie de l'attention. La stratégie de l'attention, c'était les années de plomb
en Italie, quand il y avait des attentats, et pas des petits attentats qu'on a attribués à l'extrême gauche, puis qu'on a attribués à l'extrême droite. La guerre de Bologne, je ne vous dirai pas la date exacte, mais c'était quand même 80 morts, hein. Il y avait eu aussi la liquidation d'un ancien Premier ministre, enlevé par les Brigades Rouges. Alors, on a dit que c'était le Gladio. Alors, maintenant, le Gladio, c'est l'OTAN. C'est les réseaux dormants de l'OTAN dans la vieille Europe, mais on n'est plus au temps de la guerre froide. Alors, moi, je ne vais pas vous donner d'explications, mais je suis quand même surpris par tout un ensemble d'événements et d'événements qui tombent, pour certains d'entre eux, à point nommé, au moment, au moment où il n'y a pas de raison. Souvenez-vous, au moment du 9e épisode des Gilets jaunes, il y avait une boulangerie qui avait sauté, avec deux pompiers qui étaient morts. Ça avait posé des questions. La semaine d'après, juste avant, ou 15 jours après, j'ai les dates ici, si vous les voulez, je peux les rechercher. Il y avait eu aussi un incendie volontaire dans le 16e arrondissement avec plus de 10 morts. C'était pas rien. Et ça intervient comme par hasard, juste au moment où il y a des événements politiques, comme si au fond, je ne dis pas le gouvernement ou ni la classe dirigeante, mais certaines factions de l'État ou de l'État profond cherchaient à diluer leurs errements. On peut parler d'errements à propos de M. Macron. À diluer leurs errements dans des événements qui seraient des événements sidérants pour l'opinion, qui détourneraient l'opinion du but précis. Lubrizol intervient 10 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police, qui a eu un retentissement non négligeable, puisqu'on s'est posé la question sur l'infiltration des services de sécurité français, de services de sécurité de renseignement au plus haut niveau. C'était pas rien. Attaque, qui est intervenue le 3 octobre, la veille, le 2 octobre, tout le monde a oublié, parce que la presse n'est pas là pour nous informer, mais pour nous faire oublier. Le 2 octobre, il y avait, à 14 heures, il y avait 22 000 policiers dans les rues qui manifestaient. C'était une journée de colère. À la suite de l'attaque, le lendemain même, la colère des policiers était complètement évanouie. Les policiers manifestaient en raison, à l'époque, on n'avait encore que à peu près 50 suicides. Maintenant, on en est à 52, peut-être à plus. Des conditions de travail matérielles déplorables, sous-effectifs, des surcharges de travail en raison d'ailleurs de la crise sociale, des surcharges de travail énormes, des questions de retraite. Donc, les policiers manifestaient comme la plupart des catégories sociales manifestent actuellement. Nous allons y revenir. Et tout d'un coup, comme on souffle une bougie, il y a cette attaque à la préfecture. Alors, il est certain que le gars qui a perpétré l'attaque était un fanatique, qu'il y avait des frustrations, du ressentiment. Toujours est-il que les fanatiques, on peut appuyer sur un bouton, comme un interrupteur de lumière, et les aider ou les inciter ou les faire passer à l'acte. Il y a eu, alors là, c'est du conspirationnisme pur, mais dans les années 70, début des années 80, il y a eu toutes sortes de films américains qui nous expliquaient, on voit un type qui reçoit un coup de fil, boum, et puis tout d'un coup, il prend son F-16 et puis il va tirer dans le tas. Des gens qui ont été conditionnés notamment sous hypnose, mais l'hypnose ça existe, puisque on opère bien des gens, on leur ouvre le ventre sous hypnose. Alors pourquoi le conditionnement sous hypnose dans le cas de gens qui seraient particulièrement réceptifs, sensibles, accessibles, pas tout le monde. Il y a des gens qui sont complètement imperméables à l'hypnose. Mais certaines personnalités fragiles, qui ont été conditionnées, même qui sont sous médicaments, le cas échéant, pourquoi ne passerait-il pas à l'acte à la demande? Alors, je passe non pas du coq à l'âne, je reste toujours dans mon sujet. Je regarde l'heure, il ne faut pas que je vous parle trop longtemps, n'est-ce pas? 1 heure, ça va souvent plus.
tout le monde dit et tout le monde se félicite, les Gilets jaunes, c'est fini, c'est terminé, c'est enterré. Bah, ils manifestent cet après-midi à Saint-Étienne. Ils ne sont pas à Paris, ils sont à Saint-Étienne. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une certaine convergence des luttes ou des revendications. Certains manifesteront à la mémoire de ce jeune militant d'extrême gauche qui s'était fait tuer pour l'aéroport des Landes. Donc on voit qu'il y a quand même des agglomérations qui se font, des rapprochements, même s'ils sont timides. Mais toutes les manifestations catégorielles, alors que les Gilets jaunes, c'est justement du non catégoriel, qui se sont manifestées depuis la rentrée. Je ne sais pas si ça a commencé avec les urgentistes, avec le personnel hospitalier, avec les professions libérales à propos de leur retraite. Revendications justifiées. Les avocats, alors je ne parle pas des notaires, mais les avocats par exemple, ou les médecins, cotisent à des caisses privées qu'ils financent eux-mêmes. Donc, si c'est financé eux-mêmes, on n'a pas à y toucher. Alors, c'est corporatiste, c'est peut-être pas bien le corporatisme, mais le nationalisme non plus, c'est pas bien. Le souverainisme, monsieur Attali nous a dit que le souverainisme, c'était du racisme. C'est peut-être pas bien, mais ils ont raison de défendre ce pourquoi ils ont cotisé et qu'on risque de leur piller et piquer autant qu'il est possible de le faire. Donc, l'État suscite des colères. On a vu les policiers, je vous en ai parlé, le 2 octobre. On a vu les pompiers la semaine dernière, qui se sont fait... oui, c'était la semaine dernière. C'était le 15. Oui, c'était le 15. Qui se sont fait matraquer, gazer. On n'avait jamais vu ça. La police chargée des pompiers, qui sont, pour certains d'entre eux, qui dépendent d'ailleurs de l'armée. Il faut savoir, une partie du corps des pompiers dépend de l'armée, notamment à Paris. Donc l'État, ayant des comportements et des pratiques auto-immunes, c'est-à-dire d'autodestruction. Tout ça pour vous dire que cette France, et j'ai dû en oublier, cette France est réellement en flammes. Alors je n'ai pas parlé de l'incendie de Notre-Dame, des explications qui nous ont été données, c'était un mégot. Comment une charpente de 100 mètres de long avec des arbres qui, pour certains, avaient 6, 7, voire 8 siècles, d'autres 4 siècles, des parties plus récentes, mais qui sont dures comme de la pierre. Comment un mégot peut-il enflammer ça je ne sais pas, mais alors, à la fois, on a l'air de tout gober, et en même temps, on ne gobe pas, parce que je n'ai pas rencontré quelqu'un à Paris ou en province qui ne m'ait pas dit, mais c'est un attentat. Bon. Et ce n'est pas un attentat islamiste. Ça serait trop beau, trop simple. On a essayé de nous diriger sur la piste au début, au moins pendant 24 heures, les islamistes, mais ce n'était pas un attentat islamiste. D'abord parce que, je veux vous dire, c'est méchant pour les islamistes. Il faut une technicité qui n'est pas à leur portée. De même, on a du mal à croire que les gars sortis de la grotte de Tora Bora en Afghanistan aient pu percuter les tours du World Trade Center. Mais si vous venez ici, vous savez que nous ne sommes pas là. Nous sommes en fait il y a un peu ici la France des catacombes. Vous ne m'avez jamais vu passer dans une émission littéraire ou autre, ou géopolitique, sur Arte, Antenne 2, TF1, FR3, LCI, BFM, CNews. Jamais. Euronews, ou France 24, jamais vous m'avez vu. Jamais vous ne me verrez. Est-ce pour cela, et pour autant que je dis des bêtises, je crois que je vais vous dire, je vais faire preuve d'immodestie, que certaines de mes analyses, qui sont connues, sont reprises, mais pour mieux les invertir, pour mieux les déformer ou les utiliser, parce que certains arguments sont intéressants et sont repris ces arguments pour être mieux combattus. Donc nous avons une influence, mais c'est une influence, encore une fois, secrète, discrète, très discrète et même secrète. Alors j'espère qu'un jour ou l'autre, on nous rendra cette justice et que les travaux, parce qu'il existe une pensée de droite. Je remercie monsieur qui a acheté, encore une fois, La guerre civile froide. C'est un livre, à mon avis, c'est un livre important. Ça restera comme archive aussi, archive documentaire.
avec, j'ose le croire, ça c'est Anne Brassier qui m'avait dit ça une fois, un peu de talent littéraire. Un petit peu. Un petit peu. Bon, alors, France en flamme, eh ben, on a Notre-Dame, on a Lubrizol, et à chaque fois, j'établis des liens, alors, qui ne peuvent pas être des liens de causalité, mais des rapprochements, des hasards extrêmement heureux qui font qu'un certain nombre d'événements surviennent à point nommé pour ajourner le démarrage du grand débat ou ajourner ceci. Alors, l'espoir, puisque je dois vous parler d'espoir, c'est que on a l'impression, de même que les bateaux autrefois fuyaient sous le vent de la tempête, toute voile, alors là ils ouvraient les voiles parce que la tempête était derrière et ils avançaient autant qu'il y a des feux qui s'allument derrière Monsieur Macron, tant et plus, et que Monsieur Macron fuit sous le vent de la tempête lui aussi. Je rappellerai que l'un de ses très proches collaborateurs, on a parlé d'une affaire Benalla bis, vient de quitter l'Élysée, mais inutile de chercher sur TF1 ou Antenne 2. Alors à la rigueur, vous le verrez peut-être sur un bandeau en bas, très fugacement, et si vous n'êtes pas très très attentif à ces choses, ça vous passera complètement par-dessus la tête. Vient de quitter, que monsieur... on a demandé la démission de M. Castaner après ce scandale, scandale d'une tuerie au sein des Saints, dans le cœur même de la préfecture de police de Paris. C'était un scandale. M. Castaner, en toute logique, eût dû démissionner, quitter ses fonctions. Mais même si M. Macron l'avait voulu, il ne pouvait pas le faire. Regardez le mal que M. Macron a eu à trouver M. Castaner après le départ de M. Collomb. Il s'est passé 3 semaines. Visiblement, pour diriger sa tête de liste aux européennes, il a choisi une très très aimable, très charmante et gaffeuse branquignole qui s'appelle Nathalie Loiseau. Il faut penser qu'il n'avait personne d'autre à se mettre sous la main, ou sous la dent. Là, il a réitéré pour le poste de commissaire européen représentant la France, donc commissaire aux affaires intérieures européennes, il avait choisi Madame Goulard, qu'il avait lui-même éjectée du gouvernement il y a un an et demi, où elle n'était restée qu'un mois, comme ministre de la Défense, parce qu'elle traînait toute une batterie de cuisine derrière elle avec les histoires d'emplois fictifs du MoDem. Donc, il fallait quand même être très naïf de la part de M. Macron pour penser que ça pourrait passer. Même si la moraline coule à gros bouillon au sein des équipes européennes, sachant que la moraline passe d'une certaine façon. Que cette candidature, elle, ne passerait pas. Et M. Macron, assez mauvais joueur, a mis ça sur le dos de Madame von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. C'était pas très courtois, c'est pas très élégant non plus. Comment dit-on ça? Oui, c'est pas courtois de la part d'un homme, mettre les dames en cause. Mais c'est vrai nous sommes à une époque où il n'y a plus de différence entre les dames et entre les messieurs. Voilà. Donc, Goulard. Alors là, on vient de trouver M. Thierry Breton. Alors j'espère qu'il tiendra mieux la route, oui, pourquoi pas. On en est revenu, mais vous voyez quand même, nos sociétés, les défauts, on en est revenu au mâle blanc de plus de 50 ans. C'est quand même terrifiant, non? On n'arrive plus à caser les dames, mais encore faudrait-il que les dames ne soient pas là parce qu'elles sont des dames, mais parce qu'elles sont compétentes. Il y en a. Je suis sûr qu'il y a... Mais les femmes compétentes, comme les hommes compétents, c'est pas celles qu'on met en avant généralement. On prend plutôt des personnalités qui sont consensuelles. Et tout le monde sait que le consensus est une forme de la tyrannie. Alors, sommes-nous à la fin d'un monde? Oui, sans doute. Monsieur Macron, je fais un récapitulatif. Monsieur Macron a l'air de marcher sur des œufs. On en est là à multiplier... C'est moi qui le dis, je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a une telle succession de hasards heureux qui coïncident entre les accidents, les attentats, et on pourrait reprendre la liste des attentats qu'il y a eu, comme à Strasbourg, avec le calendrier politique.
il y a une coïncidence qui, à la fin des fins, je veux bien qu'il y ait la fameuse loi des séries, mais qui, à la fin des fins, est extrêmement troublante, cette coïncidence. Donc, Monsieur Macron a beau avoir des gens qui sont des experts, tiens, il y en a un, j'ai oublié, experts en coups tordus, ça s'appelle des coups tordus, hein, en anglais dirty tricks, en coups tordus pour brouiller les pistes, pour détourner l'attention du public. On envoie des leurres et ça marche assez bien. Euh, mais à la fin des fins, le sac à malice risque de s'épuiser. Alors, l'un des derniers en date et les plus amusants, c'est l'épisode du pont de Ligonnès. Du pont de Ligonnès. Alors, le gars a disparu depuis 8 ans. On peut supposer qu'il a mis fin à ses jours, on peut supposer. Il avait enterré sa famille. On l'a vu la dernière fois qu'on l'a vu, il avait un fusil dans un sac qui partait dans le maquis. Pas le maquis, c'est la Garrigue, là où il était, dans le sud de la France. Et tout d'un coup, on le trouve, on l'arrête au débeauté à la descente d'un avion Paris-Glasgow. Mais il ne faut pas croire que ce n'est pas les Écossais qui ont fait la bêtise. C'est parce qu'il y avait eu des informations qui étaient venues de Paris. Et ces informations, ce n'étaient pas n'importe quelles informations, c'est des informations de sources policières. Donc la manipulation, là, elle est énorme. Et c'est tellement une manipulation qu'il y a un magistrat instructeur qui a ouvert une enquête, une procédure pour fausses nouvelles. Et qui vise, il a demandé à l'IGPN, donc à ce qu'on appelle bêtement les bœufs carottes, à l'IGPN de conduire une enquête pour savoir qui avait été à l'origine des fuites, qui étaient des fausses fuites. Vous voyez, là on a un cas typique de manipulation. Mais évidemment, la presse, même si elle a effleuré le sujet, ne s'est pas appesantie sur la question. Glissando, toujours. Quand on est pris la main dans le sac, parce que la presse du pont de Ligonnès. Alors, je me souviens plus, mais à ce moment-là, l'affaire du pont de Ligonnès intervient une semaine après, ou 10 jours après l'affaire de la préfecture. Il faudrait. J'ai écrit, mais il ne faut pas s'en mêler les pinceaux dans les dates. Ça s'entremêle avec Lubrizol. Lubrizol, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bon, retenez que l'affaire du pont de Ligonnès intervient là aussi à un moment donné pour escamoter des sujets intérieur politique extrêmement brûlant, où ça revient, Ligonnès intervient au moment, c'est le moment où c'est donc le 10 octobre, au moment où Madame Nathalie Goulard est retoquée par la Commission européenne. Donc, ce qui était un camouflet terrible pour un échec. On ne propulse pas une candidate pour l'avoir. Ça veut dire qu'au niveau européen, je vous recommande de traduire par vous-même, ça veut dire que la cote de M. Macron n'est pas très élevée. Alors là, nous avons aussi un sujet d'espoir. Je vous le disais tout à l'heure, ce voisin fort pertinent, mais pas impertinent, me dit « Mais non, M. Macron ne terminera pas son quinquennat. » Moi, personnellement, je lui souhaite de tout cœur. Mais ça veut dire que le bateau prend eau. Il prend eau. On aura beau allumer des Lubrizol ici et là. Alors, Lubrizol, c'est pas seulement pour venir au secours de M. Macron. C'est peut-être ce qu'on appelle des signes, et des signes forts, des signaux qui sont envoyés à l'État français, qui ne restent pas dans la droite ligne, qui ne restent pas sur les rails de la politique de l'OTAN, par exemple, sur un certain nombre de sujets, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie. Non pas que M. Macron ait des velléités terribles d'indépendance, mais je note aussi qu'à chaque fois que M. Macron fait un écart, quand l'affaire Benalla va intervenir, presque un an, presque jour pour jour, après que M. Macron ait fait des déclarations sans ambiguïté
souhaitant que, par exemple, on puisse négocier avec le gouvernement de Damas, avec M. Bachar el-Assad, ce qui était rédhibitoire, aussi bien à Tel Aviv, ce qu'on appelle maintenant Jérusalem, aussi bien à Tel Aviv qu'à Washington. C'était rédhibitoire, c'était une ligne rouge absolue, une ligne mortelle à ne pas franchir. Donc l'affaire Benalla arrive exactement comme si on lui envoyait un signe pour le ramener, dans le droit fil. Je note qu'on a une coïncidence, vous trouverez ça dans mes écrits, notamment dans ce livre, il y a une coïncidence avec l'incendie de Notre-Dame. Alors, on va me dire, oui, mais il y a tous les promoteurs qui étaient là comme des mouches autour du pot de miel ou autour du pot de hum. Et c'est vrai, c'est pas à négliger. Le marché de Notre-Dame représente plusieurs milliards d'investissements potentiels. Je vous donne un exemple d'ailleurs pour vous dire que les choses sont bien engagées. Je vous donne des nouvelles de la cathédrale. C'est que le parvis, l'archevêché voulait installer une église provisoire sur le parvis. Interdit, le parvis est privatisé. Donc, interdit. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que Notre-Dame n'est pas sauvée du tout. On a eu beau étayer, etc. Les pierres de la voûte sont pourries. Du jour au lendemain, je préfère vous annoncer la mauvaise nouvelle comme ça, mais en espérant qu'elle n'arrive jamais, cette mauvaise nouvelle, c'est que Notre-Dame peut très bien s'écrouler. Voilà. Ah oui, 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 oui. Il faudra encore 2 ans de consolidation avant de pouvoir imaginer commencer des travaux de restauration. 2 ans de consolidation, au moins. C'est ce que disent tous les ingénieurs, mais là aussi, TF1 qui fait un très bon travail d'information généraliste ne vous donnera jamais le cœur de l'information. Il m'est arrivé, ce que je ne faisais jamais, de regarder le journal de TF1, c'est bien fait, c'est intelligent, etc. Mais on n'a jamais l'information significative. On n'a jamais, encore une fois, l'essentiel, ce qui porte à conséquence pour nous. Donc, on peut penser que Notre-Dame, au-delà des enjeux économiques, financiers, considérables, remodeler, vous imaginez, le cœur de Paris, l'île de la Cité, remodeler cela, ça aiguise des appétits dévorants comme les flammes. Mais de même que M. Castaner, au moment de la tuerie de la préfecture, a parlé, il y avait eu des signes de radicalisation, en parlant de M. Harpon, Michael Harpon, mais c'était des signes faibles. On peut penser que l'incendie de Notre-Dame, lui, n'a pas été un signe faible de radicalisation, mais un signe fort envoyé à M. Macron pour lui dire, M. Macron, restez dans les clous. Restez dans les clous. N'oubliez pas que M. Macron, là c'était avant le G7 qui s'est tenu en juillet à Biarritz, mais au G7, M. Macron a fait venir le président Rouhani, ce qui ne se fait pas. Avant, au moment de Notre-Dame, qu'avait fait M. Macron, je ne peux pas avoir tout en mémoire, je ne suis pas comme mademoiselle plutôt, la gentille petite mongolienne Greta Thunberg, qui elle, comme un cyborg, un robot, nous dévide ses trucs. Je l'admire. Moi, je n'ai pas sa mémoire, malheureusement. Je bois trop de Bordeaux, en fait. Ou de Bourgogne. Voilà. Donc, j'ai dû écrire dans certaines préfaces, tout à l'heure, pour ceux qui m'ont eu leur gentillesse de me demander un autographe, qu'on n'était pas sortis de l'auberge, et que nous n'étions pas au bout de nos peines, et que la France était face à un avenir sombre et même brûlant. La France se porte mal, elle se porte mal économiquement. L'endettement public, et ne parlons pas de l'endettement privé, j'en parlais assez longuement dans un article qui est à paraître, s'est envolé entre 1980, en fait, quand M. Barre a quitté les affaires, il était Premier ministre,
Alors, on dit qu'il s'est enrichi, mais comme tout le monde. Il s'est acheté une belle villa avec les fonds secrets de Matignon, mais il n'était pas le seul. Paraît-il, il n'y aurait que Monsieur Jospin, je fais des digressions, que Monsieur Jospin et Monsieur Mesmer, Premier ministre du général de Gaulle, qui ne seraient pas partis avec les fonds secrets, paraît-il. Je n'ai pas les moyens de vérifier. Mais Monsieur Barre avait laissé des caisses pleines. Quand en mai 81, Monsieur Mitterrand arrive et met Monsieur Monroy, il y aura 3 gouvernements Monroy successifs. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, les caisses seront archi-vides et l'endettement va passer, à l'époque, il était en deçà de 20%. Au moment où Monsieur Mitterrand arrive, il est passé à plus de 100% aujourd'hui. Ça vous donne une idée de l'état de délabrement de la France. Donc les mécontentements, qu'ils soient catégoriels ou qu'ils soient de la France profonde, ce que j'appelle aussi le pays réel, face à la France boboisée, la France cosmopolite, déracinée, celle des grandes villes. Paris est une ville-monde, comme Barcelone est une ville-monde. Quand on nous parle du nationalisme catalan, il faudrait parler de chauvinisme catalan, mais pas de nationalisme, qui est en train d'embraser. C'est une transition pour moi qui est en train d'embraser cette malheureuse Catalogne et on n'a pas fini à 2 ou 3 semaines des élections législatives. D'ailleurs, retenez bien ça. Donc, est-il tout à fait neutre qu'il y ait de véritables émeutes à Barcelone alors qu'il va y avoir des élections générales en Espagne. Donc, la France s'est surendettée, mais les ménages aussi, puisque toute l'économie qui est la nôtre, c'est une économie de la consommation et de la consommation frappée mêlée d'obsolescence, puisqu'on achète des produits qu'il faut remplacer le plus souvent possible. Le chauffeur de taxi qui m'a conduit à la gare ce matin me disait, mais maintenant, une machine à laver, ça dure 3 ans. Ça dure 3 ans. Donc, il faut racheter. Même les meilleures marques. Même les meilleures marques. Il me disait, moi, alors il avait une voiture, il me dit, maintenant, on ne peut plus rien faire. Avant, le démarreur, on changeait le charbon, ça allait, mais maintenant, il faut tout changer. Il faut tout changer à chaque fois. Les pièces coûtent la peau des fesses, même si la voiture coûte peu au départ. Et il me dit, ma précédente voiture, je l'ai gardée 22 ans. Bon, ben maintenant, sa nouvelle voiture, il la gardera peut-être 4 ou 5 ans au maximum. Pièces et main-d'œuvre. Donc, l'état de délabrement économique de la France est considérable. Il faut aussi comprendre que la France est un drôle de pays. Nous ne sommes pas... À la fois, nous mélangeons, nous avons une strate hyper-capitaliste, branchée sur la mondialisation, et en même temps, nous avons un système étatiste très lourd. Très lourd. J'ai les chiffres, j'ai cherché le raffinement. J'avais trouvé... en France, actuellement, nous avons, le chiffre est proprement effrayant, 5 666 000 fonctionnaires. Alors, ce n'est pas tous des fonctionnaires, c'est les fonctionnaires des collectivités territoriales, des hôpitaux, etc. Il y a des demi- ou des faux fonctionnaires là-dedans. Mais vous vous rendez compte le poids de la charge de l'appareil d'État dans ce pays, avec des fonctionnaires qui ont quand même la garantie de l'emploi, qui ont des retraites pas formidables pour beaucoup d'entre eux, mais malgré tout assurées, ce qui n'est pas le cas du secteur privé. Donc la surcharge, ça repose, on sait qu'en France, ne paye véritablement... Alors, il y a des fonctionnaires qui payent l'impôt sur le revenu, bien sûr, mais l'impôt sur le revenu repose sur une assiette, c'est-à-dire sur une pointe de pyramide qui n'en présente que 20%, 22% des contribuables, ce qui est proprement aberrant. Vous comprenez bien, sans approfondir cet aspect des choses, qu'avec une économie, un endettement qui dépasse les 100% du PIB, avec 5 666 000, c'est joli ce chiffre de 666 fonctionnaires. Alors, ce sont les chiffres qui datent de 2015. Ce sont les chiffres de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. En général, je me donne beaucoup de mal et je vérifie ce que je publie. Hein. Et ces chiffres ont été publiés en décembre 2017. Donc c'est les derniers chiffres dont nous disposons, qui sont validés officiellement par l'État français. Les dépenses publiques en France atteignent donc 57%
du revenu intérieur brut, hein, du produit intérieur brut, du fameux PIB. Et nous payons en France, nous battons tous les records en Europe, 45,6%. Non, c'est pas ça, 46. Les prélèvements obligatoires représentent 45,6% du PIB. Ah, pour cracher. Et quand je pense qu'il y a encore des gens qui passent leur vie à la télévision pour nous dire que le méchant monarque absolu, Louis XVI, à qui on a bien fait de raccourcir la tête, est extrêmement méchant. Sachez qu'à l'époque, on payait la dîme, avec des variations, mais la dîme, c'était 1/10 de nos revenus. Maintenant, on en est à 45,6, c'est-à-dire que jusque fin juillet, vous travaillez pour l'État. Mais nous sommes un peuple libre, affranchis de la royauté et de ses horreurs. Et nous avons délivré la Bastille, qui était une prison vide. Il y avait 2, 3 prisonniers dans la Bastille. Enfin, je ne veux pas faire l'apologie de la monarchie. Elle était finissante, à bout de souffle. Mais enfin, arrêtons de nous raconter quand même des histoires et remettons l'histoire à l'endroit. Alors, la France est-elle une exception? Je parlais de l'Espagne à l'instant. La France n'est pas une exception, ça pète absolument de partout. Partout. L'Amérique latine, je regarde l'heure. J'ai parlé combien de temps là? 35 minutes. Pardon? Ah, j'ai parlé plus de 35 minutes. 30 minutes? Ah, je suis déjà épuisé. Vous savez pas, j'ai trop de choses à dire, mais enfin bon, on ne peut pas non plus entrer dans le détail. Il y a la planète qui flambe, mais on ne parle pas des incendies qui se poursuivent d'ailleurs en Amazonie. L'Indonésie crame autant qu'il est possible de cramer. La Sibérie cet été, toute la Sibérie, pas toute la Sibérie, mais beaucoup. Et la Californie cet été, mais ça c'est incendié actuellement. La Californie brûle en ce moment même. Je vous le dis. Hein. Alors, ça, c'est des incendies physiques. Beaucoup, comme en Indonésie ou en Amazonie, c'est des incendies hyper capitalistiques, puisqu'il faut dégager des terres pour les cultiver, faire de la culture à haut rendement, des cultures remplies d'OGM. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a les incendies qui sont liés aussi un peu partout à la situation économique, qui se délabre dans tous les coins. Alors, le cas de l'Amérique latine est très intéressant, parce que là, ça ne brûle pas à proprement parler en Argentine, mais on va avoir des élections, ça chauffe. Même chose en Uruguay. Mais alors là, pour l'instant, ça pète au Chili. Alors, le Venezuela, c'est endémique. Hein, on a l'impression que tout le continent latino-américain est entré en état d'instabilité profond. Alors, ce qui est intéressant avec le cas du Chili, c'est que le détonateur, le déclencheur de la colère populaire, c'est un peu comme en France, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En France, c'était les 80 km/h, c'était le gasoil, c'était l'augmentation ou le côté de plus en plus tatillon des contrôles techniques. Au Chili, c'est le prix du ticket de métro. Comme quoi, il faut peu de choses. Alors, il y a des gens très savants qui vont vous expliquer qu'il y a et c'est la vérité, il y a des forces obscures qui manipulent, qui récupèrent, qui orientent, qui canalisent dans tel ou tel sens. C'est vrai. Il n'empêche que la colère populaire, elle est en grande partie spontanée. Alors au Liban, même cas de figure, comme pour les Gilets jaunes, au Liban, c'est encore plus drôle. C'est tout d'un coup, on a mis une taxe sur les communications WhatsApp. Alors j'ai demandé à un ami libanais, il me dit « Ah oui, mais c'est normal, parce que les Libanais sont très bavards. Ils sont très bavards. Ils sont très très bavards. Et ils ne veulent pas qu'on leur taxe leur communication de WhatsApp. Normalement, c'est gratuit. Puis c'est gratuit, vous appelez la diaspora libanaise, elle est répandue sur toute la planète. Puisque être libanais, ce n'est pas une nationalité, c'est une profession. Et j'attendais la houle de rire dans la salle. Merci. Mais le Liban, ça va mal, hein, c'est dur.
Au Chili, je n'ai pas les chiffres, mais c'est par dizaines de morts également, hein. Alors, encore une fois, nos médias s'intéressent très peu à ce qui se passe à l'extérieur, et pourtant. Alors, le Liban, je ne sais pas, il y a eu des morts aussi au Liban. Alors, un cas dont personne ne parle, c'est l'Irak. À Bagdad, ce sont des centaines de morts en semaine. Rien qu'hier, à Bagdad, c'était 12 ou 15 morts, plus tous les blessés. Hein. On est à plusieurs centaines de morts depuis le début du mouvement, qui est un mouvement strictement gilet jaune, puisque les gens veulent sans doute des élections comme un peu partout, mais ce qu'ils veulent, c'est la fin de la corruption gouvernementale, et ils veulent des emplois. C'était bien la peine de fiche Saddam Hussein à la porte, hein. C'est ce que vous diront tous les Irakiens d'ailleurs, de bon sens et de bon goût, à condition qu'ils ne soient pas chiites. Et donc l'Irak, ça pète un maximum. Sachez aussi, ça c'est pour l'anecdote, c'est plutôt amusant, que le mouvement des Gilets jaunes est né en Irak, à Basra. Basra, c'est le grand port sur le Châtel Aram, le grand port au débouché dans l'estuaire du Tigre et de l'Euphrate, qui est le grand débouché sur le golfe Persique. Donc c'est né, là, pour la première fois, les gens ont commencé à manifester. Eux, ils ne devaient plus avoir d'eau, parce que là, c'est récurrent à Basra. Les usines ne fonctionnent pas, ils boivent de l'eau pourrie. Enfin, la situation est apocalyptique. Je pense que le mot n'est pas exagéré. Donc c'est pour la première fois, ils ont manifesté en mettant des gilets jaunes. Donc vous voyez, en France, leurs grands ancêtres sont irakiens. J'ai dû le mettre quelque part là-dedans. Non, ou plutôt dans l'autre, dans le premier tome des Gilets jaunes. Euh, Au fond, on a des mouvements qui ressemblent aux mouvements de colère que nous avons en France, qui sont protéiformes, c'est-à-dire à forme multiple. On va dire les Gilets jaunes sont morts, mais non, ils sont renés sous la forme des manifestations policières, des pompiers, des urgentistes, des professions libérales. Euh, des enseignants, souvenez-vous, qui ont fait la grève de la correction des examens. Il ne faut pas en oublier. On voit qu'il y a des bulles qui viennent crever, des bulles de colère qui viennent crever en permanence à la surface, ou encore de la SNCF. Alors, et que ça a été, quand je parle des manipulations, c'est vrai que ça a été manipulé, récupéré par les syndicats. Mais la colère, elle est réelle. Elle est réelle, cette colère. Hein. Il ne faut pas voir la main cachée, encore une fois, de M. Soros ou de Sud Rail, partout. Cette main, elle existe. Mais au fond, il récupère, il pousse à la roue pour orienter ou pour essayer de manœuvrer tel ou tel phénomène, qui à un moment donné, tel le golem de la légende pragoise, peut très bien leur échapper. Parce que Ben Laden était un golem au départ. Je ne sais pas jusqu'à quel point il aurait échappé, mais en tout cas, il aurait échappé. À moins que ça. Euh, donc, nous en étions de dire que, au fond, la colère, elle est absolument mondiale. Si vous voulez faire la cartographie de cette colère, comprendre quels sont ses ressorts psychologiques, je vous suggère d'aller voir un film que je n'ai pas vu, mais qui vient de sortir sur nos écrans, qui s'appelle Joker. Film très moche, ultra violent, qui pourrait être interdit, parce que Joker est actuellement fait le tour de la planète et inspire, je ne sais pas s'il inspire des gens à Hong Kong, mais pourquoi pas, il inspire tout le monde, c'est un homme qui va d'humiliation en humiliation, de frustration en frustration, de déception en déception, qui à un moment donné se retourne contre le système. C'est apparemment bien vu. Enfin, ceux qui m'en ont parlé et qui l'ont vu m'ont dit, mais quelqu'un qui est passé chez vous, Combaz l'a vu. Il a fait d'ailleurs une vidéo sur Campagnol TV. Moi, j'aime beaucoup les vidéos de Combaz, hein. Si certains d'entre vous les regardent, il y en a qui sont vraiment excellentes. Ça dure 4 minutes. C'est la rubrique de la vie rurale. Alors, il y en a qui sont plus ou moins étincelantes, plus ou moins bonnes. Parfois, il y en a qui sont quelconques. Mais il va droit au but. Il a une bonne élocution.
il est pénétrant. C'est Combaz est aussi un homme frustré, puisque c'est un homme qui avait commencé à faire une carrière littéraire dans le tout Paris. Il pensait que les choses étaient arrivées, et puis un beau jour, il a dû se mettre à mal penser. Donc, comme Alain Soral. Donc il a été éjecté, ou Alain de Benoît à une certaine époque, il a été éjecté en beauté. Alors au lieu d'être un frustré aigri, il a transformé ça en critique acerbe du système, et je trouve qu'il est réussi très bien. Vous tapez Campagnol TV, vous tombez dessus, c'est très court, pour l'apéritif ou le petit déjeuner. Moi, je prends ça en buvant mon café. Le matin, je regarde par-ci, par-là, un Campagnol TV. Quand j'ai envie quand je peux pas prendre de verre de Bordeaux, je regarde la Bajon aussi. Enfin, c'est moins bon, c'est moins bon. La Bajon, puis il y en avait d'autres. Il y avait Tatiana Ventose. Enfin, ça tourne un peu en rond. Campagnol TV a beaucoup plus de fond. Donc, il a vu le film. Il me dit, mais on a là la carte d'identité ou la cartographie de toutes les colères. Et c'est pas par hasard si à Beyrouth, si à Santiago du Chili, on voit apparaître les masques du... On est quand même dans la mondialisation, c'est terrible, mais ça peut jouer dans les deux sens. Hein. Que ce soit avec les réseaux sociaux, avec la communication. Ce pourquoi, je ne sais pas, il faut garder là aussi, il faut toujours garder espoir. Si vous êtes croyant, ne pas cesser d'espérer, c'est un péché, c'est le péché fondamental. On ne peut pas cesser d'espérer, on est là. D'abord, on n'a même pas à se demander ce que l'on fait là. On est là, on est là. Donc c'est pour faire notre devoir. Impératif catégorique kantien. Fais ce que tu dois. Fais ce que tu dois. C'est ce que je fais avec vous ce soir. Donc, nous devons espérer, en disant que si on regarde bien l'histoire de France, on a traversé des époques épouvantables au moment des guerres de religion, dans l'invasion des Anglais. Enfin, la France était déchirée. L'unification de la France est au fond très tardive. Elle date de Louis XIII et de Richelieu. Mais comme on n'enseigne plus ni Richelieu, qu'il n'y a pas de grande fresque historique à la télévision, on croit que c'est des gars qui n'ont pas de casque, qui donnent des grands coups d'épée et qui bâtissent des empires comme ça. Non, non. Il a fallu beaucoup d'intelligence, de persévérance, il a fallu beaucoup de génie aussi, de talent et de génie. Les grands hommes, ça existe. Les grands hommes, malheureusement, là, on est un peu en déficit de grands hommes. À part celui qui vous parle. Bon, que pourrais-je vous dire d'autre, même si je n'ai pas été très très long. On peut parler, à votre convenance, on peut parler de la Syrie. Alors, on parlait de M. Le Drian, qu'on avait donné à un moment donné comme un futur éventuel Premier ministre, le jour où M. Philippe serait totalement usé, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Il se tient en retrait, il est sage, M. Philippe, un petit peu. Et M. Le Drian est allé à Bagdad, mais pas pour s'occuper des manifestants. Il est allé supplier, il est allé à Canossa avec beaucoup de gros paquets de millions d'euros. Il ne les a pas donnés, hein, ce sont des millions virtuels, voire des milliards. Pensez aux milliards qu'on a donnés à M. Erdogan en Turquie pour garder quelques millions de réfugiés. Là, on peut parler de réfugiés peut-être. De réfugiés syriens qu'il menace maintenant de nous envoyer, si on ouvre trop grand notre bec, de nous envoyer assez rapidement. Donc M. Erdogan a une carte maîtresse, mais M. Poutine l'a calmé. Je parle de son entrée dans la Syrie du Nord, évidemment, vous aviez saisi. M. Poutine l'a calmé, apparemment. C'est M. Poutine qui occupe le terrain à la place. C'est pas plus bête qu'autre chose. Les Russes viennent d'envoyer des contingents. Les Américains ont tort surtout. Ils voulaient gagner sur tous les tableaux. Ils perdent sur tous les tableaux. Ils voulaient exclure la Russie, la Fédération de Russie du jeu au Proche-Orient. J'en reviens à M. Le Drian qui est allé négocier. Il ne nous a pas parlé des manifestations qui mettent les rues de Bagdad à feu et à sang, qui est à négocier pour qu'on garde, et je livre ça à votre réflexion et à votre
à votre crible moral aussi, pour que les Irakiens aient la gentillesse de garder les quelques milliers de djihadistes étrangers. Alors, paraît-il, il y en aurait que 800 de Français ou 1 million, on ne sait pas très bien. Enfin, si on doit le savoir. Garde les djihadistes, tous n'étaient pas dans des camps de rétention, des camps de concentration, des camps de rétention kurdes. D'autres sont encore dans la poche de Idlib, qu'on est en train de réduire, que les Syriens, ça s'appelle l'armée arabe syrienne, ça c'est l'armée officielle, et les Russes sont en train de réduire, mais enfin bon, la poche, on laisse toujours une porte de sortie. On ne peut pas fermer une poche entièrement, sauf à massacrer tout le monde, mais nous ne sommes pas des Mongols. Donc ces gens vont se retrouver, beaucoup iront en Irak, les Kurdes vont aussi aller en Irak, et donc l'autre semaine, il y a 10 jours, il y a eu un vent de panique. Vous voyez, je me sacrifie pour vous. Je conduis une véritable ascèse, voulant dire en grec exercice. Je me livre à une véritable ascèse en regardant LCI, BFM, France Info. Ah non, non, mais il faut, vous savez, il faut être un peu masochiste. Hein. Et donc, il y a quelques dizaines de milliers d'indésirables. Et alors, hier, là, il y a 10 jours, là, oui, 10 jours. Oui, ça fait 10 jours maintenant. 12 jours. Un vent de panique, littéralement, a soufflé sur les rédactions et donc sur le gouvernement. Et là, c'était pas fin. Là, c'était pas du bidon. Ils avaient vraiment peur. Peur de chez peur. Ils se sont dit, on va avoir des Bataclans à la puissance 100. C'est pas totalement idiot, parce que les gars, ils ont du savoir-faire, ils n'ont pas froid aux yeux, ils savent manier les explosifs, les armes, ils ont été aguerris à une discipline militaire, sachant que chez eux, dans leur rang, ils ne se faisaient pas de cadeaux. Un mec qui était un peu flagellant, il était éliminé. Hein. Il faut pas croire. Ils étaient très méchants avec les non-daéchiens, mais ils étaient très méchants entre eux. Hein. On ne plaisantait pas dans l'État islamique. Et au fond, M. Le Drian est allé quémander à Bagdad que l'on garde nos gentils djihadistes, mais en les traitant selon les valeurs de l'Union européenne, selon nos valeurs. Pensez bien que les Irakiens vont les traiter selon les valeurs. Alors, on a quand même au pouvoir des super tartuffes. Parce qu'on sait ce qui va arriver à la plupart d'entre eux. Les potences, c'est un mode d'élimination assez écolo, parce qu'on peut réutiliser la corde. Hein, l'empreinte carbone est faible, on va dire. Et donc nous avons, grâce à M. Badinter, aboli la peine de mort, la peine capitale. Mais cacher cette potence que nous ne saurions voir, on laisse les autres se débrouiller avec les djihadistes. Contre-monnaie, on paye. Les 30 deniers de Judas, en quelque sorte. Alors, je n'ai pas de sympathie particulière pour les djihadistes, mais qu'on arrête d'avoir un double discours. De toute façon, on n'aurait pas pu les juger en France. Comment voulez-vous juger des gens tous les dossiers auraient été vides. Les dossiers juridiques. Ah bon, vous êtes allé là-bas, à moins de mettre une peine de principe avec un tarif. Vous êtes allé là-bas, tant de temps, vous étiez, d'après les services de renseignement, vous étiez combattant, donc combattant. Enfin, tout ça ne rime à rien. Nous sommes bien donc dans une société où nos gouvernements, nos pouvoirs, complètement imprégnés d'idéologie messianique, globaliste, patouchent littéralement dans la choucroute. Tout ça pour dire, et pour ne pas conclure, que la situation est déjà intenable, qu'elle ne peut pas tenir éternellement, que le fait que ça pète à travers toute la planète est un signe que nous aussi, la fracture est puissante chez nous. La fracture entre cette France d'en haut et cette France d'en bas est réelle. Qui aura raison à l'arrivée? Ils vont prendre leur avion pour aller, je sais pas, à Vanuatu, je sais pas où, pour aller en Californie, où ils seront bien entre eux. Californie, c'est pas un petit État. Hein. C'est presque le PIB de la France. Hein. C'est une des troisième, quatrième puissance économique planétaire, la Californie. Hein. On oublie de le dire.
qui est le cœur, le cœur absolu, la Mecque des bobos. Bobo, c'est assez péjoratif. Ou ça veut dire, vous en souvenez, bourgeois bohème. C'est-à-dire, ce sont les libéraux libertaires. Les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre, qui veulent la liberté mais sans aucune contrainte. Mais c'est ceux-là qui sont en train de nous faire couler, mais ils font de l'argent, ils sont créatifs. C'est pourquoi on est en train de dévaster Paris pour faire uniquement des pistes cyclables pour nos amis qui habitent dans le centre de Paris, en ayant oublié, Madame Hidalgo ne le sait plus, que Paris n'est pas seulement une ville touristique, que Paris n'est pas uniquement une ville pour les cadres très sup qui prennent l'avion pour aller en Thaïlande en fin de semaine, et que Paris a besoin de vivre, et que ce sont des centaines de milliers, et même des millions de gens qui convergent des banlieues pour travailler, pour traverser, qui transitent par Paris. Que c'est pas seulement la capitale touristique, c'est aussi la capitale économique. Alors bien sûr, il y a le projet Notre-Dame. On va mettre une jolie flèche en verre. Enfin, espérons que non. Voilà, donc la France n'est pas au bord de l'embrasement. La France, en fait, est embrasée. Même si on ne voit pas les flammes s'élever, il y a des feux qui couvent. Chaque semaine apporte sa nouvelle manifestation, sa nouvelle flambée de colère, de frustration, d'humiliation, de refus d'un pouvoir qui est incapable, mais qui ne peut pas, d'ailleurs, même s'il le voulait. De même, j'ai dit, M. Macron ne peut pas virer Castaner, le pouvoir ne peut pas changer de cap. L'inertie est trop lourde. Il faudrait... alors, c'est un peu ce que demandent certains écologistes. On en revient à l'écologie. On dit il faut peut-être reconstruire l'économie. Mais il faudrait que nos paysans comprennent qu'on peut faire une agriculture autrement, sans des tonnes. En France, si vous allez dans les zones, à part les plaines de Brie et de la Beauce, on cultive sur du caillou. Hein. Alors il y a des machines qui broient les cailloux, et puis comme il y a que du caillou, on met de l'engrais, et puis comme tout cela est fragile, on met des pesticides. Voilà, c'est ça l'agriculture française. Et en même temps, on surproduit et on importe. Comme si en France, on avait besoin d'importer de la viande d'Argentine, par exemple. Comme si on a besoin d'importer du soja du Brésil. Les vaches ne peuvent pas paître dans les champs, non, les veaux ne peuvent pas boire le lait de leur mère. Il faudrait comprendre, mais ça, comment faire comprendre ça à des demeurés, que l'agriculture n'est pas une industrie comme une autre. L'agriculture, c'est du vivant. Alors on parle de la souffrance animale, et on a bien raison d'ailleurs, elle est réelle. Mais le vivant a son propre rythme. Vous savez ce qui se passe avec les vaches. On les engrosse avec des taureaux qui sont... on les insémine. Pauvres bêtes, elles n'ont même plus ce plaisir-là. On les insémine avec de la semence de taureaux, mais de taureaux gigantesques. Donc elles ne peuvent pas véler, donc on leur fait des césariennes. Au bout de 3 césariennes, c'est-à-dire de 3-4 ans, on les envoie direct à l'abattoir. Elles ne servent plus qu'à... Pourquoi avoir des vaches qui font 60 litres de lait par traite, de mauvais lait, on les pique, on leur pique les pies pour que la lactation se fasse mieux, alors qu'il vaudrait mieux avoir des vaches qui fassent 15 litres de lait, mais qui soient du bon lait, consommable par tout le monde. Éventuellement, on le paiera un petit peu plus cher, et alors on en consommera moins, et on en jettera moins. Il y aura un peu moins de gâchis. Donc, il faut repenser les bases de cette société, en espérant que ça ne sera pas avec une révolution violente. Mais je ne sais pas s'il faut espérer ou craindre la révolution à venir, mais sans doute n'y couperons-nous pas à cette révolution. Maintenant, tous autant que nous sommes ici, il faut nous y préparer mentalement, psychologiquement, moralement, et être prêt. Il faut s'armer intellectuellement. Il y a des livres pour ça. Et la transition. Non, mais c'est vrai, c'est essayer de comprendre dans quel labyrinthe nous sommes et de ne pas rester des rats. On ouvre une trappe à un moment donné, les rats se précipitent tous au même endroit. Alors, il reste quand même du bon sens dans ce pays et dans le peuple français. Mais le peuple français est de plus en plus dilué. Craignons, parce qu'il y a des gens qui le souhaitent, M. Zemmour, par exemple, que nous nous dirigions vers la guerre civile. Eux, il y a toujours des gens pour tirer leur épingle du jeu, ils seront en haut de l'arène, ils nous regarderont nous étriper,
et c'est nous qui paierons les pots cassés, et puis eux ramasseront la mise à l'arrivée. Ça s'appelle, et ça sera mon mot de conclusion, tirer les marrons du feu de cette France en flammes. Merci.